Il est 19 h à Kinshasa, 1 heure de plus dans la partie est de la République démocratique du Congo. Bienvenue à tous dans ce nouveau journal qui s'ouvre sur Ecopolis Télévision. Tout de suite, le sommaire. Lancement à Lubumbashi ce 10 septembre de l'atelier sur la dotation minimale de 0,3% et la gestion des sites industriels. Les travaux de ce séminaire vont s'étendre sur 4 jours. Le go a été donné par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani. Situation sécuritaire à Uvira dans le Sud Kivu. Le porte-parole du gouvernement congolais a expliqué les motivations de la nomination du général Gassita comme chargé des opérations des renseignements à Uvira. Plus de détails dans ce journal. En France, Emmanuel Macron a choisi Sébastien Lecornu, jusqu'alors ministre des Armées, comme nouveau chef du gouvernement après la chute de François Bayrou. L'homme de 39 ans a fait partie de toutes les équipes gouvernementales depuis juin 2017. Le calme est revenu dans la ville d'Uvira, dans la province du Sud Kivu, après des manifestations populaires observées lundi 8 septembre dernier. Ces manifestations avaient eu lieu à l'appel d'une partie de la société civile, couplée à celle des miliciens Wazalendo. Tous dénoncent la nomination du général de brigade Olivier Gassita comme commandant second de la 33e région militaire dans la ville d'Uvira, considérée comme le dernier verrou de résistance contre l'avancée des terroristes du M23 dans la province du Sud Kivu. Interrogé à ce sujet depuis Genève, en Suisse, le porte-parole du gouvernement a tenté de circonscrire les motivations menant à la nomination de l'officier récusé par les Wazalendo. Patrick Mouyaya est ici interviewé par Christian Loussakweno dans l'émission Face à Face. Sur cette question, il faut savoir d'abord que le président de la République et le commandant suprême de forces armées analysent la question sous toutes les facettes. Et lorsque une décision comme celle-là qui a été prise, elle n'a pas été prise hier, c'est une décision qui avait déjà été prise pour désigner cet officier pour remplir cette mission. Vous savez que les militaires sont ceux qu'on peut envoyer partout. Ça l'a été pour des raisons bien précises. Je ne siège pas évidemment dans l'état-major général pour pouvoir vous dire toutes les raisons. Mais je crois aussi que dans les réactions que nous avons vues, nous savons que c'est une zone qui connaît une situation particulièrement sensible du fait justement de ce qui s'est passé à côté et de toutes les pressions qu'il y a autour, notamment avec les agissements du Rwanda et de sa brigade avancée en RDC qui s'appelle le M23. Mais l'idée ici est pour s'assurer que les uns et les autres s'alignent sur une dynamique globale, parce que nous sommes dans un contexte de guerre, dans une zone où malheureusement, on peut prospérer des discours qui peuvent faire les jeux de l'ennemi. Il y a une mission gouvernementale qui va s'y rendre très bientôt, une mission de haut niveau, pour écouter les uns les autres. Évidemment, c'est compréhensible dans un contexte comme celui-là, que parfois l'information n'arrive pas telle qu'elle devrait arriver, ou parfois il y a toujours une part de manipulation, mais je crois que la volonté du président de la République, au-delà de tout, c'est de s'assurer d'abord que la population, y compris particulièrement celle de Vira en l'occurrence, puisse vivre en paix et puisse vivre dans un environnement apaisé d'acceptation de toutes les communautés, parce qu'il y a comme cette forme de cristallisation autour de la communauté Banyamulenge avec toute la manipulation qui vient après. Mais il faut considérer que pour le président de la République, cette communauté, comme toutes les autres communautés congolaises, doivent vivre en harmonie. Évidemment, il y a eu des cas, des tentatives, des récupérations de troubles consécutifs d'ailleurs à l'enterrement d'un officier qui était décédé. Mais je crois que toutes ces questions ont fait l'objet d'analyses approfondies au niveau de l'état-major, et je pense que la mission gouvernementale qui va se rendre sur place aura l'occasion d'écouter les uns les autres pour aller vers l'apaisement et nous assurer que nous n'ouvrons pas les champs à l'ennemi qui peut profiter justement lorsque cette unité dont on a besoin de manière cruciale en ce moment n'est pas consolidée. Je ne pense pas qu'il y a une tentative d'imposition. Je crois qu'il y a eu une forme de récupération politicienne par ceux qui pensent que les générales
Gassita ne pouvait pas prendre le commande, prendre ses fonctions. Bon, de toute façon, dans ce qui s'est dit sur son passé, en suivant le général Ekenge, je ne pense pas que tout ce qui a été dit est correct. Aux dernières nouvelles, nous apprenons que le commandant adjoint de la 33e région militaire, récusé le général Olivier Gassita, n'est plus à Uvira. Il a quitté cette ville du Sud Kivu à l'aube de mardi 9 septembre, selon des sources militaires qui précisent qu'il est parti aux alentours de 3 heures du matin, sans autre détail sur sa destination réelle. Des habitants contactés dans l'après-midi du même mardi confirment une reprise progressive d'activités dans la zone, notamment le transport en commun et l'ouverture de certaines boutiques. Dans l'actualité également, le vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, est arrivé le mardi 9 septembre à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, pour lancer l'atelier de 4 jours consacré à la promotion de la gouvernance minière responsable et transparente, orientée vers le développement local durable, organisé par l'ITIE RDC. Accompagné de la ministre d'État aux Affaires sociales, Eve Bazaïba, le patron de l'Intérieur tient à implémenter la dotation minimale de 0,3% sur chiffre d'affaires au cahier de charges et à l'envahissement des sites miniers industriels pour les exploitants légaux. Suivez. Poignée de main symbolique et rassurante entre les deux piliers de la gouvernance territoriale, Jacquemain Chabani, garant de la stabilité et de la sécurité en République démocratique du Congo, et Patrick Kafwimbi, maire de la ville de Lubumbashi. Ce geste capté à la descente d'avion du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité, de la Décentralisation et des Affaires coutumières, à l'aéroport international de la Louano, illustre une coopération institutionnelle exemplaire. Ce mardi 9 septembre 2025, l'avion transportant le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, s'est posé sur le tarmac de Lubumbashi, marquant le début d'une mission officielle de 24 heures dans le Haut-Katanga. À sa descente, le VPM a été accueilli par le gouverneur de la province du Haut-Katanga, Martin Kazembe Choula, Patrick Kafwimbi, maire de la ville de Lubumbashi, ainsi que plusieurs autres autorités politico-administratives locales. La présence conjointe du maire de la ville de Lubumbashi aux côtés du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, témoigne de la synergie entre les institutions nationales et locales. Cette collaboration renforce la gouvernance de proximité et soutient l'action publique dans la mise en œuvre des politiques publiques au niveau local. C'est un honneur et un réel plaisir pour moi de prendre la parole du haut de cette tribune pour adresser ce mot à l'ensemble des parties prenantes réunies en atelier de haut niveau, et ce, en ma qualité de vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur ayant en charge, entre autres, de maintenir l'ordre public, d'appliquer la loi, d'assurer la sécurité intérieure et d'administrer le territoire national. J'exprime ainsi ma gratitude aux organisateurs de cet atelier, la Chambre des mines, l'Initiative pour la transparence dans l'industrie extractive en République démocratique du Congo et la plateforme des investissements durables au Katanga, pour les sacrifices consentis pour la tenue de cet atelier de haut niveau à Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga. Et puis le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social, Augustin Kabouya, a procédé lundi dernier à la signature de la nouvelle charte de l'Union sacrée de la nation, accompagné des combattants du parti présidentiel. L'élu de Mont-Amba a été reçu par le secrétaire permanent de la dite plateforme au pouvoir, André Mbata, qui en a profité pour appeler les autres partis politiques à emboîter le pas à l'UDPS. Regardez. Nous sommes dans la commune de la Gombe. Un grand nombre de combattantes et combattants de l'Union pour la démocratie et le progrès social accompagnent leur secrétaire général et président intérimaire Augustin Kabouya Chilumba aux installations du siège de l'Union sacrée de la nation. À présence du secrétaire permanent de cette grande plateforme du chef de l'État,
il était question pour Augustin Kabouya, en sa qualité de l'unique et les celles qui engage l'UDPS Tshisekedi de signer la nouvelle charte de l'Union sacrée de la nation. Devant la presse, tour à tour, les gestionnaires au quotidien du parti présidentiel et le secrétaire permanent de l'Union sacrée se sont exprimés en ces termes. Je pense que l'Union sacrée a organisé son congrès extraordinaire le 30 août. C'est le jour où la charte en question a été adoptée. Et aujourd'hui, le secrétaire permanent, l'honorable professeur André Mata, nous avait tous invités pour venir signer la charte adoptée lors du congrès extraordinaire. Je pense que c'est ça l'essentiel ou bien l'objectif de notre présence dans les installations du siège national de l'Union sacrée. Je suis très heureux parce que vous savez, hier l'UDPS c'était la fille aînée de l'opposition. Aujourd'hui, l'UDPS c'est la fille aînée du pouvoir et de l'Union sacrée de la nation. Donc c'est avec joie que j'accueille cette manifestation parce que l'UDPS veut également montrer à l'ensemble que c'est la première organisation qui soutient la haute autorité politique et également l'autorité de référence de l'UDPS. Rappelons que cette nouvelle charte de l'Union sacrée de la nation a connu son adoption lors du deuxième congrès extraordinaire qui s'est tenu le samedi 30 août 2025 au centre culturel sous la direction du président de la République en sa qualité de la haute autorité de référence de l'Union sacrée de la nation. Le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku, a échangé lundi dernier avec l'ambassadeur du Brésil en République démocratique du Congo, Roberto Parente, sur l'augmentation des échanges commerciaux entre le Brésil et la RDC. Ils ont également abordé l'actualisation de l'accord commercial bilatéral signé en 1970 entre les deux pays, lequel accord inclut les mécanismes de facilitation des investissements avec des partenaires dans le but de rendre les produits congolais plus compétitif. Augmentation des échanges commerciaux entre la RDC et le Brésil. Les experts de ces deux pays consolident des travaux techniques sur l'actualisation de l'accord commercial bilatéral signé en 1970, un accord qui va désormais intégrer les mécanismes de facilitation des investissements avec le partage d'expériences entre l'Agence brésilienne de promotion des exportations et des investissements APEX, l'Agence nationale pour la promotion des exportations en APEX et l'Agence nationale pour la promotion des investissements en API. L'évaluation de ces travaux techniques qui précèdent la signature de cet accord commercial bilatéral actualisé qui aura lieu en marge de la COP30 à Belém, au Brésil, a été au centre d'une réunion technique le lundi 8 septembre 2025 à Kinshasa entre le ministre du Commerce extérieur Julien Paluku Kahongya, entouré des experts de son ministère et l'ambassadeur du Brésil accrédité en RDC, Roberto Parente. Une mission économique et commerciale du Brésil est attendue à Kinshasa avant celle de la RDC à Brasilia, ici avant la signature de cet accord commercial bilatéral actualisé qui va précéder celle de la zone de libre-échange sud-américaine Mercosur qui regroupe le Brésil, l'Argentine, l'Uruguay, le Paraguay et la Bolivie. Au cours de cette réunion, ces deux personnalités ont évoqué la possibilité de l'ouverture de la ligne commerciale directe Kinshasa-Brésil avec des avions Embraer de fabrication brésilienne. Et juste après, l'accélération de l'opérationnalisation du poste frontalier à arrêt unique de Mahagi dans la province de l'Ituri à la frontière avec l'Ouganda, construit et équipé par Tradmark Africa, mais aussi la construction du marché moderne transfrontalier de Kasindi, Lubira, dans les territoires de Benio Nord Kivu, à la frontière avec l'Ouganda et du poste transfrontalier à arrêt unique de Lufu dans le Congo central, à la frontière avec l'Angola par Tradmark Africa. Ces points ont été au centre d'une réunion technique avec Alain Sophia Assimui, directrice générale adjointe en charge des programmes de cette organisation qui bénéficie des financements de partenariats au développement pour accroître les commerces intra-africains et les commerces de l'Afrique avec les restes du monde. Outre les postes transfrontaliers de Mahagi, Tradmark Africa a déjà construit les postes transfrontaliers à arrêt unique de Ruzizi et les ports de Kalundu dans le sud Kivu et va financer la vulgarisation du régime commercial simplifié écosse et la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf.
Infrastructure à présent, une délégation du Fonds monétaire international en mission à Kinshasa a échangé mardi 9 septembre avec le ministre des Infrastructures et Travaux publics, John Banzalunda, sur les préparatifs de la deuxième revue économique et financière prévue à Kinshasa en octobre prochain. Selon le chef de la dite délégation, cette mission légère devrait absolument commencer par le patron des ITP, un secteur clé et vital pour la RDC. Images et commentaires. Cette rencontre s'inscrit dans les cadres de préparatifs de la deuxième revue économique financière de la RDC, prévue pour octobre prochain à Kinshasa. Donc, nous sommes ici dans le cadre d'une mission légère, une mission technique pour préparer la deuxième revue du programme économique et financier de la RDC soutenu par le Fonds monétaire international. Donc, dans ce cadre, nous sommes venus prendre nouvelles du ministère des ITPR. Nous avons rencontré le ministre pour voir l'évolution des activités dans son ministère, d'autant plus que c'est un ministère clé en termes d'infrastructures qui sont assez importantes pour le développement. La délégation du FMI s'est intéressée à l'évolution de grands chantiers d'infrastructures ouverts à travers le pays, notamment ceux réalisés dans le cadre de contrats SICOMIN. Selon son chef de mission, le ministère des Infrastructures, en tant que portefeuille stratégique pour le développement de la RDC, constitue un pilier essentiel dans l'évolution de progrès socio-économiques. Donc, il nous a fait le point de l'évolution des grands travaux dans son ministère, y compris sur les projets supportés par le contrat SICOMIN. Les échanges étaient très fructueux et comme je le disais tantôt, nous allons revenir bientôt, le mois prochain, pour la revue proprement dite, pour constater les avancées qui ont été réalisées dans les travaux. La délégation du FMI a exprimé sa satisfaction à l'issue de cette rencontre, salua la maîtrise du secteur par John Banzalunda et sa disponibilité à défendre les acquis de son ministère auprès de partenaires internationaux. Modernisation de la capitale congolaise, le boulevard Kimbuta dans la commune de Ndjili, district de la Tchangou, est en pleine réhabilitation. Les travaux s'effectuent dans le cadre du programme Kinshasa Ezobonga, initié par le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba. Près d'un kilomètre de chaussée est en cours d'asphaltage du point kilométrique 0 allant du croisement Kimbuta et Lumumba jusqu'à l'entrée Sainte-Thérèse. Les travaux de bétonnage avancent sans désemparés, assurés par l'Office des voiries et drainage. Hormis la grande artère Kimbuta, les voies secondaires et de la même commune sont également dans le viseur de l'OVD. En international, François Bayrou, Premier ministre français, a remis sa démission mardi au président de la République française, Emmanuel Macron. Cette demande survient après son échec observé lundi dernier dans l'obtention du vote de confiance par les députés à l'Assemblée nationale. Après vote, la présidente de l'organe délibérant français, Yael Braun-Pivet, a annoncé le résultat qui affichait 364 pour le contre et 194 pour. Par conséquent, la sentence pour François Bayrou était la défiance. Retour sur la journée de lundi à l'Assemblée nationale française avec Racha Keke. La chute était pronostiquée. Le gouvernement de François Bayrou perd la confiance des députés avec 364 voix contre et 194 voix pour. Dans l'après-midi, le Premier ministre a tenté pourtant de convaincre une dernière fois dans une forme de barreau d'honneur. Selon lui, la dette est un danger majeur pour la France. Son pronostic vital est engagé. Mesdames et messieurs les députés, vous avez le pouvoir de renverser le gouvernement, mais vous n'avez pas le pouvoir d'effacer le réel. Le réel demeurera inexorable. Les dépenses continueront d'augmenter plus encore. Chaque groupe politique a pu lui répondre. Le chef des files des députés PS a renvoyé la responsabilité de la dette au macronisme dans un discours particulièrement virulent. Vous ne ferez pas aujourd'hui de votre défaite une victoire. De l'absurde un au fait. Du vide politique, l'étoffe d'un destin. Non,
Ce vote auquel vous vous soumettez n'est pas un acte de courage, c'est une dérobade. Les Républicains, dont plusieurs de ses membres appartenaient au gouvernement de François Bayrou, ont joué un numéro d'équilibriste, ménageant leurs critiques avec la liberté de leur vote. Certains voteront pour, sans enthousiasme, et ce sera mon choix. D'autres, et leur position est tout aussi respectable, ne voteront pas pour tout simplement parce qu'ils considèrent que le cœur des convictions de notre groupe, c'est-à-dire la défense de la France qui travaille, n'a pas été écouté. Dans les tribunes, Gabriel Attal a appelé à un accord d'intérêt général des forces républicaines, regrettant la chute d'un gouvernement qui ne résout rien. Pour Marine Le Pen et le Rassemblement national, il faut aller plus loin. La dissolution de l'Assemblée nationale n'est pour elle pas une option, mais une obligation. Le président n'a qu'une possibilité, convoquer de nouvelles élections et laisser le pays choisir. Et s'il le décide, de choisir une majorité d'alternance. Finalement, Mathilde Panot de la France Insoumise, l'une des dernières à prendre la parole, a conspué le gouvernement et dénoncé une oligarchie rapace. Aujourd'hui est un jour de soulagement pour des millions de Français. Soulagement que vous emportiez dans votre chute, votre projet de budget cruel et injuste qui visait à dépouiller le peuple de France. Car vous n'êtes pas seulement une imposture, mais un danger pour le pays. François Bayrou a pour une dernière fois pris la parole devant l'Assemblée, dénonçant la violence et les mépris des propos évoquant 9 mois de bonheur à la tête du gouvernement. À peine parti, François Bayrou a déjà un remplaçant, le nouveau Premier ministre français nommé par Emmanuel Macron mardi et l'ancien ministre des Armées sous François Bayrou. Sébastien Lecornu devient le 7e Premier ministre d'Emmanuel Macron et le 5e de son second quinquennat. Il a pris ses fonctions ce mercredi, âgé de 39 ans. Il a monté les échelons jusqu'à devenir ministre des Armées, un portefeuille ultra sensible en temps de guerre en Ukraine, et s'est imposé comme un fidèle et un intime du chef de l'État français, reconnu comme un macroniste pur jus, avec comme défi obtenir une non-censure du Parti socialiste à l'Assemblée nationale pour doter la France d'un budget pour 2026. C'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain, même heure, pour une nouvelle page d'actualité. Excellente soirée à tous.